Et donc, cette semaine, on change complètement d'institution, on change de format également. Et je vais pas spoiler ton parcours ou ta présentation, mais donc on reçoit d'une certaine façon Corentin Biette, qui est le fondateur du Café du Fleup et qui va vous présenter donc d'une part son parcours, le site internet, ses objectifs, la manière dont il travaille. Et je te laisse la parole. Est-ce que si j'éteins la lumière, ça va pour tout le monde ou est-ce que tu passes en mode c'est bon? Vous voyez encore ouais. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Juste pour me rendre compte, vous êtes des étudiants de niveau Master 1, c'est bien ça? Ok. Alors, tout d'abord, merci Marie de m'avoir invité. J'espère qu'on va passer du temps qui sera utile pour vous, pour votre parcours. Je m'appelle Corentin Biette et j'ai créé, il y a à peu près 10 ans, le Café du Fleu, dont le logo apparaît derrière moi. C'est principalement un site internet sur lequel on trouve des articles qui se veulent être utiles aux professeurs de français langue étrangère, mais aussi aux futurs professeurs de français langue étrangère. En 10 ans, c'est à peu près 500 articles qui ont été écrits. Et puis, il y a aussi des services additionnels dont je vais parler, les tests de placement en ligne qui peuvent être utilisés par soit des enseignants indépendants qui voudraient évaluer le niveau selon le cadre européen de leurs élèves, ou bien plus généralement dans des centres de français langue étrangère, qu'ils soient situés ou bien en France ou à l'étranger. On va parler de différentes choses, etc. Ce sera difficile de synthétiser 1 heure de travail ensemble, mais je crois que le témoignage que je vais essayer de porter ce soir, ce sera pour vous, puisque vous êtes finalement relativement proche du marché du travail. Hein. Peut-être dans 500 jours, vous êtes sur le... Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire après, mais ça va bientôt arriver. En une phrase, si je voulais vous résumer tout ce que je vais dire après, c'est n'oubliez pas d'être entreprenant. C'est-à-dire que vous avez la liberté de créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore. Vous avez la liberté d'avoir des inventions, vous avez la liberté de vivre où vous avez envie de vivre, vous avez la liberté de définir vos revenus. On a souvent plus de liberté qu'on ne le pense parce que moi-même, quand j'étais à l'école, on a, pour des raisons d'organisation, commencé par se conformer à un cadre. Par exemple, là, on avait rendez-vous entre 18h30 et 19h30, un lieu précis, etc. Et en fait, souvent par continuité, on va se dire quelle est la prochaine case dans laquelle je rentre. J'ai fini mes études, du coup, qui veut de moi, et puis à quel endroit et à quelle heure. Et franchement, j'étais comme ça en sortant de mes études. Et petit à petit, j'ai découvert qu'en fait, la vie est une feuille blanche, une page vierge, et on peut tout à fait choisir d'écrire ce qu'on veut dessus. Et donc j'enchaîne sur l'histoire du Café du Fleu parce qu'en fait, ça ne m'était pas vraiment destiné le français langue étrangère. Moi, j'ai terminé des études d'ingénieur en informatique dans une école qui s'appelle l'école des mines de Nantes, qui s'appelle maintenant l'IMT Atlantique. Et je suis même allé en école de commerce à HEC Paris. Et j'avais commencé ma carrière à la BNP Paribas. Donc, on me demandait de programmer des logiciels, des systèmes d'information, de façon à mieux organiser l'information de la banque. Et donc j'avais une fibre quand même technologique et scientifique, mais j'avais envie d'aller vers un secteur, vers le secteur éducatif depuis très très longtemps. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'ai passé mon bac scientifique. Mais j'ai aussi passé mon bac littéraire juste après, quand j'étais en école d'ingénieur. À l'époque, je ne savais pas trop expliquer pourquoi. Ça m'intéressait, en fait, les lettres.
et je sentais que je voulais faire quelque chose pour la langue française et qu'en fait, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas à appartenir à une case. On n'est pas, si quelqu'un s'appelle Françoise, bah, avant d'être un bac L ou un bac S ou quelque chose, elle est d'abord une personne, elle est Françoise. Bah, vous, c'est pareil. Vous formez un ensemble parfois complémentaire de passions et vous avez le droit de les assembler pour inventer peut-être un métier qui n'existe pas. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc, le cafédufleu.fr, quand je travaillais au Panama, je me suis retrouvé à l'Alliance française de Panama, où il y a presque dans tous les centres français du monde, on fête la fête de la musique le 21 juin, mais aussi il y a des soirées vin et fromage où j'allais régulièrement parce que le mal du pays. Et j'ai sympathisé avec des profs de français langue étrangère. Et je connaissais pas du tout leur métier, je découvrais ça. Même en tant que Français, j'avais oublié que la langue française rayonnait dans le monde. Et il y a beaucoup de Français qui sont dans ce cas-là, qui ne savent pas le rayonnement de la langue, à quel point elle est apprise, à quel point les réseaux d'enseignement sont grands, à quel point la France reste un lieu d'excellence éducative qui sert de modèle dans plein d'endroits. Donc, tout ça, je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte par accident et je me suis passionné pour ça. Je me suis dit, alors les banques c'est bien, mais c'était pas le sens que je voulais donner à ma vie. Je voulais retourner vers l'éducation. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par me dire, je sens que je suis passionné par le français langue étrangère. Je sens que je veux faire quelque chose. Mais alors quoi? Je sais pas encore. Et puis j'ai beaucoup à apprendre. Et donc je vais commencer par écouter les enseignants et je vais parler avec eux. Donc j'ai commencé par boire du café. Et j'avais des copains qui faisaient du surf au Panama, et puis ils me parlaient de leur métier. Puis après, j'ai commencé à parler à d'autres gens. Et je dis, ça vous dirait qu'on prenne un café, et que vous me racontiez un peu comment ça se passe dans votre salle de cours, parce que j'ai pas fait un master FLE, moi, donc ça me passionne ce que vous faites, mais c'est mystérieux. Et puis, c'était tellement passionnant que je me suis dit, si je faisais l'effort de transcrire par écrit la conversation qu'on a eue et si je la publiais sur un site internet, eh bien, je pense que ça intéresserait des gens. Peut-être que d'autres gens viendraient le lire. Un petit peu comme quand dans une salle des profs. Dans une salle des profs, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on devient un meilleur prof? C'est conversation après conversation. Après 2 années, 5 années, 10 années, on engrange l'expérience des autres, on grandit au contact des autres et à force de demander tiens Pierre, toi comment tu as utilisé les pratiques théâtrales en classe? Tiens Marie, toi tu as utilisé le smartphone avec tes élèves, mais tu leur as fait faire quoi? Et conseil après conseil, on devient un prof qui sait faire de plus en plus de choses. Et je me suis dit que mon site allait servir à ça, à accueillir les conseils de pratiques de classe sur un blog qui serait gratuit et qui serait accessible à tous les profs du monde. Et j'allais commencer par faire ça. Et mon but, c'était je voulais connaître 100 profs parce que je me suis dit que le jour où j'aurai un service ou un produit à sortir avec mes compétences d'ingénieur, eh bien, ce serait bien d'avoir déjà un petit réseau de profs qui me connaissent et qui peut-être qui pourraient parler de ce que je fais autour d'eux. Donc, c'est parti. Alors, publication d'articles, mais aussi sous le format vidéo, chaîne YouTube, même aussi des fichiers audio. Et j'ai interviewé jusqu'à très très loin. J'ai eu le secrétaire général de la francophonie 2 fois, j'ai eu Abdou Diouf, donc ancien président du Sénégal, et je trouvais ça incroyable, les portes qui s'ouvraient, le secrétaire général de l'Alliance française, enfin, vraiment des personnes qui, je pensais qu'ils seraient inaccessibles et qui me diraient écoute, moi je suis un ancien chef d'État, je ne vais pas répondre à ton blog parce que j'ai des trucs à faire. Non, il me disait d'accord. Et donc je me suis retrouvé au siège de la francophonie, dans des situations qui me semblaient, je me sentais presque pas légitime en fait. Mais bon, c'était parti et petit à petit ça a grandi. Maintenant il y a 35 000 profs dans le monde, dans 189 pays qui le lisent, ce blog, et voilà, je suis content
de savoir que les gens pensent que c'est devenu un site utile où un certain nombre de professeurs d'ailleurs ont leur article, ont le moment où ils ont expliqué ce qu'ils faisaient de mieux dans leur profession et l'ont partagé aux autres. Et voilà, j'ai conscience que l'initiative d'avoir un site, ça n'est pas tout, et que ça s'est fait en s'appuyant sur le savoir de toutes les personnes qui ont accepté de le partager depuis 10 ans. Alors, je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble en partageant mon écran. Tout à l'heure, ça marchait bien. Hop là, c'est plus là. Attendez. Tac. C'est pas... Ah, ça, c'est les troubles du direct. Desktop. Si je fais partager l'écran maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez mon écran ou pas? Est-ce qu'on voit quelque chose ou on voit que ma tête? Non, voilà. Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, il y a une partie très importante, ce sont les articles qui sont là. Donc là, dernièrement, je suis allé à un congrès qui s'appelle le Congrès européen des professeurs de français. C'est organisé par la FIPF, Fédération internationale des professeurs de français, et puis l'Association des professeurs grecs. Et à cette occasion-là, en fait, ils m'ont demandé d'être partenaire média. C'est-à-dire que comme ils savent qu'il y a à peu près 700 personnes au congrès, c'est super, hein, 700 personnes, mais que sur Internet, avec le Café du Fleu, on peut le relayer à 35 000 personnes sur Facebook ou bien 32 000 actuellement, hein, on est le 25 septembre 2019, ça va changer, eh bien, ils se sont dit, ça nous fait un bon relais médiatique. Donc, je me suis retrouvé entre TV5 Monde, RFI, fleu.fr, et puis lecafédufleu.fr dans les partenaires médias. Et donc, c'est quelque chose de bien, en fait, d'être reconnu comme un média utile pour les professeurs de français. Et durant ce congrès, eh bien, j'ai réalisé des interviews, j'ai réalisé des articles. Et bien, donc, on trouve plein d'articles, hein, par exemple, celui-ci, utiliser le jeu vidéo en classe. C'est un professeur qui était présent lors du congrès que j'ai pu interviewer. Donc, en général, je trouve un visuel un peu accrocheur. Là, je trouvais que la tête des enfants était marrante. J'essaie de trouver un titre qui est simple à comprendre, donc enseignement d'utiliser le jeu vidéo en classe. Donc j'ai trouvé ma star du jour, c'était Xavier, et je lui demande toujours pourquoi, parce que la question c'est pas est-ce qu'il faut faire des choses, c'est toujours pourquoi, quel est le but poursuivi pédagogiquement, le jeu vidéo qui est tellement décrié, etc. Pourquoi finalement ça a un sens pédagogique de l'utiliser, et il me l'explique, et puis souvent après je parle au comment. Donc, parce que je sais que le site est lu par des professeurs, et je vais lui dire, qu'est-ce que tu recommandes? Parce que concrètement, comment ils vont faire? Et donc là, il cite des choses, un jeu comme Paper Please, un jeu comme Runaway, et après, les lecteurs du site, du blog, vont pouvoir aller regarder eh bien, tout ce qui est recommandé, etc., etc. Après, il y a plein de choses, comment on choisit un manuel Le Fleu. Et l'idée, bon voilà, c'est le partage. Et ma connexion est instable. Vous me voyez toujours? Oui? Oui. Ok, super. Et le Café du Fleu, donc c'est un acte entrepreneurial. C'est la création d'une entreprise. Donc je ne suis pas le salarié de quelqu'un. Donc, il faut quand même vivre. Donc, encore une fois, au Panama, mais aussi en France, j'ai remarqué que beaucoup de centres FLE faisaient le test de placement. Donc, c'est le test qui consiste à recevoir les élèves le jour de la rentrée et déterminer leur niveau initial. Par exemple, vous recevez 400 élèves d'un coup, ils vont passer un test de placement, test de positionnement, on peut les appeler de ces deux manières-là. Et on va savoir quel niveau du cadre est celui de l'élève. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et ensuite, on va faire les groupes de niveau. Cette phase-là, elle prend beaucoup de temps au centre de FLE. Et même à des professeurs indépendants. Il y a plein de professeurs en auto-entrepreneurs qui ont évidemment besoin de faire un petit diagnostic linguistique de leur élève quand il a déjà fait du français auparavant.
Et donc l'idée, ça a été de l'informatiser, puisque corriger des QCM sur du papier, passer l'an 2000, à l'heure de l'intelligence artificielle, etc., c'est dommage. Autant s'appuyer sur les nouvelles technologies, surtout qu'on peut le faire sur un téléphone portable, etc. Donc là, j'ai utilisé mes connaissances d'ingénieur pour informatiser tout ça en s'appuyant sur des items pédagogiques conçus par des professeurs de FLE, avec un master FLE. Et puis, j'ai dû mettre des dessins également, puisque le test pour adultes, on m'a demandé de le faire aussi pour des enfants. Et là, donc, je fais travailler une illustratrice de l'école des loisirs qui fait des dessins donc jeunesse. Et il faut parfois que je fasse travailler des comédiens, puisqu'il faut enregistrer des fichiers audio pour les exercices de compréhension orale, etc. Donc en fait, le Café du FLE est aussi un éditeur de produits numériques FLE, et cette offre-là, elle est payante. Et c'est parce que des centres de FLE choisissent le Café du FLE comme fournisseur de leurs tests de placement en ligne que le site peut se financer et que moi, j'ai pu réussir à en faire mon métier. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, les tests de FLE. Alors, sur le site, les gens se baladent dans les menus et puis ils voient passer ça. Donc, je leur dis, bon, alors quels sont les avantages? En général, c'est le temps de correction, le fait d'utiliser un outil moderne et d'avoir une meilleure image de marque. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un vient de s'inscrire à un centre de FLE, et que sa première image, c'est qu'on lui donne une photocopie noir et blanc avec un QCM à corriger à la main, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est d'être un centre FLE un peu à jour qui s'intéresse au fait que les apprenants ont changé. Un élève en 2019 n'est pas un élève des années 80 ou des années 90. Le monde a changé et c'est tout à fait normal de lui proposer quelque chose qui correspond à 2019, par exemple. Donc là, maintenant, je précise que le test est utilisé dans des alliances françaises, dans des instituts français. Ça peut être très loin, hein, l'Alliance française du Pakistan, ou bien au Mexique, l'Institut français de Grèce, l'Institut français du Qatar, l'Alliance française de Dubaï, et même en France, l'Alliance française de Rouen ou bien d'Annecy utilisent les tests du Café du FLE maintenant. Ils en entendent parler parce que ils en parlent entre eux, en fait, des produits qui leur facilitent la vie, et aussi parce qu'ils sont arrivés sur le site et ils ont découvert ça. Donc là, je vais vous montrer par exemple ce que ça peut donner pour un test avec des enfants. Alors ça, c'est une école qui m'a contacté grâce au site, en fait. Le jour où, moi je vous conseille, je vous invite vraiment, même lorsque vous êtes étudiant, à avoir un blog, parce que vous allez nouer des contacts avec des personnes avec qui vous n'êtes pas en contact pour l'instant. Par exemple, moi j'ai une école, l'école suisse de Dubaï, m'a appelé il y a 1 an et demi pour me dire, vous faites des tests adultes, alors on n'en a pas besoin, mais on voulait savoir si vous seriez d'accord pour concevoir un test, parce qu'on a 800 enfants à évaluer en français en septembre prochain, et le ministère de l'Éducation aux Émirats Arabes Unis nous demande que l'évaluation soit faite par un tiers, un organisme extérieur, parce que sinon les écoles, elles évaluent elles-mêmes leurs élèves et elles nous disent que tous les élèves ont un excellent niveau, mais forcément c'est plus subjectif qu'objectif. Donc c'était quelque chose de souhaité. Donc on a le logo de l'école suisse, là, on a les images, et puis les personnes vont commencer le test. Et on a un fichier audio qui commence ici. Test de français. Compréhension orale. Et puis les questions vont commencer, etc. Et puis on va avoir par exemple un exercice qui ont l'enfant qui est lecteur ou bien non lecteur, puisque c'est un exercice de compréhension orale, va devoir identifier le personnage que l'on est en train de décrire. Donc par exemple, si ma phrase c'est « Bonjour, je m'appelle Gaël, j'aime bien jouer au basket, mais je n'aime pas le judo. » Donc on cherche l'image qui correspond et on se dit que c'est la fille qui est ici. On clique dessus et on passe
à l'image suivante, et il y aura plein de situations, etc., etc. Un enfant qui aura entre 3 et 6 ans et qui apprend le français, on lui proposera uniquement une compréhension orale, et après, quand il sait lire, on fera compréhension orale et compréhension écrite. Voilà le genre de produits qui sont proposés par le Café du Fleu. On a aussi des tests de français pour les adultes qui sont utilisés dans des centres, mais indirectement dans des grandes entreprises. Par exemple, L'Oréal à Paris, quand ils reçoivent un cadre des États-Unis ou bien du Mexique, qui va devoir parler français parce qu'il travaille en France et les réunions vont se tenir en français, les relations au travail, et puis même pour évoluer dans Paris, eh bien, il va prendre des cours. Et là, je travaille avec une école qui s'appelle Absolutely French et qui est dans Paris, qui va donner les cours à ses salariés de cette entreprise, L'Oréal par exemple, et qui va commencer ses cours d'une manière rigoureuse par un test qui définit le niveau du cadre européen, et c'est le test du Café du Fleu. Mais il y a aussi d'autres besoins qui arrivent sur le secteur du Fleu. Donc, moi, comme j'étais tout nouveau, mais j'ai ma spécificité, je suis passé par l'école d'ingénieur, l'école de commerce, je me suis également rendu compte que sur la phase de marketing, communication, certains centres de Fleu ou même des auto-entrepreneurs avaient besoin d'un petit coup de main. Parce qu'en sortant de la fac, souvent les gens, ils savent enseigner, ils ont vu les notions pédagogiques, mais la notion de se faire connaître, ils l'ont un peu moins vu. Ou le côté comment je définis une offre de cours, etc. Des fois, on l'a vu en classe, des fois, on ne l'a pas vu. Et donc, je me suis dit, si je peux arriver en complément et proposer des formations pour les centres de Fleu ou bien les professeurs qui travaillent à leur compte, les professeurs auto-entrepreneurs, eh bien, je vais le faire. Et en fait, ça a rencontré de la demande. Donc, je me suis retrouvé à travailler sur le marketing de l'Alliance française de Saint-Malo. Il y a une école à Paris, LSI, où en fait, on a travaillé ensemble sur la communication de l'école, de manière à ce qu'ils puissent trouver plus d'élèves, par exemple, avec des campagnes sur Facebook ou par newsletter, etc. Donc, mon offre, finalement, elle est organisée autour de tests de placement et puis de formation dans le monde du Fleu, tout en continuant de produire gratuitement des articles et des articles et des articles pour les lecteurs du Café du Fleu qui s'abonnent à la newsletter. Donc, je vous ai présenté le Café du Fleu, mon parcours, mais je voulais vous dire qu'il y a d'autres personnes qui se sont demandé qu'est-ce qu'il manque à ce secteur et qu'est-ce que je peux créer. Je peux vous citer les experts Fleu, une équipe super sympathique. Je l'ai rencontrée il y a 6 ou 7 ans, cette équipe-là à Paris. Ils commençaient. Et cette idée de préparer des fiches pédagogiques pour faire gagner du temps aux professeurs, elle était brillante. Et maintenant, il y a vraiment beaucoup de professeurs qui utilisent leurs services. Et mon intuition, moi, c'était que les tests de placement, c'était rendre service aux gens. Eux, leur intuition, c'était il faut faire des fiches pédagogiques. Et puis vous avez sûrement des intuitions. Vous avez sûrement des très très bonnes idées. Bien sûr, vous pouvez être salarié. Moi, j'ai commencé par être salarié et travailler dans un centre, dans une école, pour se faire de l'expérience. Mais n'oubliez jamais que vous êtes tout à fait légitime et que vous n'avez pas d'autorisation à demander à personne. Si vous avez une idée de quelque chose de neuf à proposer, elle est souvent bonne, cette idée, et que la planète est tellement grande que vous serez vraiment heureux de voir que cette idée que vous avez, elle va sans doute rejoindre le besoin de quelqu'un au Botswana, en Islande, en Australie ou en Patagonie. Tout est possible parce que Internet ouvre vraiment des portes de liberté et les outils sont beaucoup plus simples qu'avant. Si vous avez une idée, surtout n'hésitez pas. Je vais garder un petit peu de temps pour les questions-réponses. Si vous avez envie d'approfondir un point, etc., allez-y, lancez-vous. Je sais que c'est toujours le plus difficile, c'est la première question. Alors, allons-y. Du coup, vous proposez aussi des formations, c'est ça? Pour les adultes? Oui, des formations pour les adultes.
Pour les enseignants aussi, donc les personnes qui veulent devenir aussi enseignants. Oui, pour les enseignants et aussi pour les directeurs de centres de FLE. Je ne propose pas de formation aux élèves, puisque je n'ai pas votre savoir. Mais oui, j'essaye de... En rencontrant plein de gens, on se rend compte des modules de formation qui pourraient être pertinents et qui correspondent à ce que les gens réclament. C'est quelque chose qui t'intéresse? Tu voudrais être formatrice de formateurs? Voilà. D'abord, je commencerai par enseigner et puis après, peut-être on verra. Mais pourquoi pas, qui sait? On ne sait pas. Ouais, pourquoi pas. D'autres questions? C'est pas la première la plus dure, alors ce sera peut-être la deuxième question. Si je rebondis un petit peu sur ta question, le fait d'être formateur de formateurs, ça concerne vraiment beaucoup de gens. Et là aussi, ça donne le vertige la première fois parce que en arrivant dans la vie professionnelle, bon, déjà, il faut commencer par se sentir légitime au moment d'enseigner à des élèves, des gens qui veulent apprendre le français. Et puis après, on se dit, est-ce que je suis légitime pour expliquer aux professeurs comment ils pourraient mieux enseigner sur certains aspects, etc. Ça donne le vertige. Ça s'appelle même le syndrome de l'imposteur. On pense que les autres sont forcément plus légitimes que nous. Mais en fait, la légitimité, elle vient du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez bien préparé un sujet, vous êtes légitime. Je pense qu'il ne faut juste pas chercher à tout faire, il faut accepter de se spécialiser sur certaines choses. Et il y a certains formateurs de formateurs qui se sont spécialisés, par exemple, sur comment intégrer des pratiques théâtrales dans une classe de FLE. D'autres se sont spécialisés dans les outils numériques qu'on peut utiliser, etc., etc. Et là aussi, c'est une démarche entrepreneuriale. Je peux citer Anouk Pouliquin, je peux citer Adrien Payet. Il y a plein de gens qui se sont mis à leur compte et qui ont maintenant un quotidien de voyageurs. Il y a aussi Amandine Kettel, avec qui je suis souvent en contact et je l'ai interviewée, et etc., etc. Et j'en oublie, pardon pour eux. Mais c'est vraiment possible. S'il y a vraiment un petit morceau de l'enseignement du FLE qui vous passionne, si vous le creusez, à force, vous êtes légitime. Et comme vous avez eu plus le temps de le creuser que d'autres professeurs parce qu'ils sont généralistes ou que d'autres sujets les intéressaient, vous êtes tout à fait légitime pour proposer un module de formation sur ce point précis. Ça peut être apprentissage du français précoce. Bon ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à intéresser de jeunes enfants? Et les gens se sont spécialisés là-dessus. Si vous voulez des idées, vous vous baladez sur le site du CAVILAM, du CIEP, de plein d'endroits où il y a des modules de formation. Et puis, vous avez le droit de faire les deux métiers. Vous avez le droit d'être enseignant de FLE. Et puis, de temps en temps, sur votre spécialité, là, vous prenez un billet d'avion et puis vous allez à Reykjavik ou bien à Tirana ou à New York. Et là, vous allez rencontrer des professeurs locaux. En général, c'est un moment de partage très intéressant. Et vous parlez un petit peu de votre spécialité avec eux. Est-ce qu'il y a déjà des publics qui vous intéressent plus que les autres? Est-ce que vous avez déjà des plans pour la suite? C'est pas facile parce que je pose la question à tout le monde et je peux pas désigner un volontaire, je suis trop loin. Moi, je pense qu'avec les enfants, moi, ça m'intéresserait beaucoup. D'accord. Et ouais, parce que du moins, j'ai fait une année aux États-Unis et j'ai enseigné le français à des enfants. Et moi, je suis intéressée de aussi découvrir pour les adultes, mais je pense que ce serait plus mon public. Après, je ne sais pas exactement, mais ce serait plus les enfants. Ouais. Ah, il y a beaucoup de demandes. J'ai le souvenir, je suis allé à Macao, à l'Alliance française de Macao, et pour interviewer le directeur, Pascal Casanova, qui travaille maintenant au Mexique.
Et il m'avait dit, tu sais Corentin, on a sans doute l'apprenant le plus jeune de tout le réseau des Alliances françaises parce que ses parents lui ont demandé d'apprendre le français à 1 an et demi. Et là, il y avait des records de précocité. Parce que en Chine, en Asie, je crois que les parents disent à leurs enfants que l'éducation, c'est très important et qu'il faut vraiment faut y mettre beaucoup d'efforts, il faut travailler dur. Et donc, il y a des pays où l'apprentissage du français précoce est très développé. Donc voilà, ça vaut le coup d'être regardé. Si vous parlez fort. Par rapport aux différents acteurs qui font fonctionner le site, les professeurs pour les articles, les illustrateurs, des comédiens, qui d'autres fait fonctionner le site en fait? Alors le site, je représente l'intégralité des équipes. Donc je suis tout seul. Là, quand je citais les comédiens, les illustrateurs, les professeurs de FLE, je citais les personnes qui interviennent au moment de réaliser les tests de placement, puisque les tests de placement, par exemple, je dessine très très mal, donc il valait mieux travailler avec une illustratrice professionnelle. Et c'est là qu'en fait, comme un puzzle, j'assemble les compétences des gens. Et en fait, c'est ça le travail d'entrepreneur en général, c'est d'avoir l'idée d'un projet, et puis après, de réunir les compétences autour de soi et de donner l'envie à tout le monde que le projet aille jusqu'au bout. Allez, on se motive, on va faire ensemble un test de français en ligne pour les enfants, puisque pour l'instant, il n'y en a pas. Et voilà. Mais alors, pour le site, au quotidien, bien, je suis tout seul. Donc, je trouve des gens pour répondre à mes questions, un petit peu comme quelqu'un qui aura un micro, comme un intervieweur, comme Michel Drucker, etc. Néanmoins, il y a pas mal de gens qui sont passés dans le Café du FLE. Je travaille parfois avec des travailleurs freelance, avec des gens qui ont fait un stage aussi au Café du FLE et qui ont beaucoup apporté et qui ont apporté des idées d'amélioration, qui ont apporté un article, qui ont corrigé la mise en forme. Il y a plein de façons en fait d'améliorer le site. Je suis à l'initiative, mais je n'oublie pas toutes les personnes qui sont venues apporter leur brique au Café du FLE et parfois qui ont écrit des articles qui sont extrêmement consultés. Il y a Eric, qui est un ancien de votre université Paris-Nanterre, qui l'année dernière a effectué un stage pour le Café du FLE. Il m'a beaucoup aidé. On travaillait notamment sur des items pédagogiques et il m'avait demandé, Corentin, est-ce que je peux écrire 1 ou 2 articles pour le blog? Je dis, bien sûr. Et les sujets? Il dit, est-ce que tu as des intuitions? Oui, il y a aucun article qui traite le thème de l'écriture inclusive. Alors j'ai dit, mais tu penses que c'est intéressant, que ça va intéresser les gens? Il dit, ah oui, j'en suis sûr, il y a beaucoup de débats. Moi, ça m'intéresse beaucoup, l'écriture inclusive. Donc je vais demander aux lecteurs si, en tant que professeur de français, ils ont envie de passer à l'utilisation de l'écriture inclusive. Ces derniers mois, Eric, si tu regardes la vidéo, c'est l'article le plus consulté du blog sur l'écriture inclusive. Et c'est toujours difficile de deviner à l'avance quels sont les articles qui vont les mieux fonctionner. Un petit peu comme si vous étiez musicien, vous écrivez des chansons, vous avez une guitare, vous voulez faire un album, puis vous allez en faire 10, 15 chansons et vous les mettez dans l'album. Alors vous pouvez avoir des intuitions, vous allez vous dire tiens, c'est la chanson 2 qui va cartonner, j'en suis sûr. Et en fait, il se passe des choses. Ça peut être la chanson 8 qui marche fort. Et après, les gens découvrent, parce qu'ils ont tapé écriture inclusive dans Google, ils arrivent sur le site du Café du FLE
et après ils s'abonnent à la newsletter, et après ils lisent d'autres articles. Donc, c'est souvent des apports extérieurs, parfois visionnaires, voire d'étudiants de Paris-Nanterre, qui peuvent avoir un impact vraiment fort sur le blog. Et je vous le dis d'ailleurs comme une invitation, hein, si un jour vous avez des idées de contribution, d'articles, de sujets qui manquent, etc., moi je suis complètement ouvert. Sur le site internet, il y a mon adresse email, il y a mon numéro de portable. Je me rends joignable. Et les bonnes idées viennent souvent de l'extérieur. Donc, j'oublie pas ça. Oui. Est-ce qu'il y a des moments, que ce soit, j'imagine plus au début du blog, mais peut-être aussi maintenant, où vous avez regretté de ne pas avoir une formation initiale en FLE? Je peux répondre oui et non. Je ne prends pas beaucoup de risques avec ta question. Alors, je vais te dire oui, parce que j'aimerais faire plein de choses. Tu vois, en fait, en école d'ingénieur, je voulais faire une fac de lettres à côté, parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, après la maths sup et la maths spé, tu auras beaucoup plus de temps en école d'ingénieur. Et dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire une vraie fac de lettres, en plus de mon école d'ingénieur le soir. Je suis une personne assez travailleuse. Mais en fait, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Il y avait trop de travail. Le soir, je travaillais sur des exercices avec des robots, des exercices de chimie, la résistance des matériaux. Ça rentrait pas. Alors je me suis dit, pour l'instant, je vais m'inscrire au bac littéraire et je vais faire tout le parcours de quelqu'un qui sera en terminale L et puis on verra la suite. Et puis surtout, j'ai vu qu'il y avait des MOOC maintenant qui sont très intéressants et je m'interdis pas de les faire. Et là, je réponds d'une autre manière à ta question. Je vais dire, et si c'était une chance de ne pas être du secteur? Et si c'était une chance de finalement de ne pas connaître le truc et donc d'avoir toujours des questions à poser, un petit peu comme Tintin dans la bande dessinée, d'être un journaliste et d'arriver avec toute sa modestie, toute son humilité à dire j'ai tout à apprendre de l'interview qu'on va avoir ensemble parce que ça me passionne réellement, mais comme je ne sais pas encore, je connais pas encore votre métier, j'ai préparé des questions. Et si j'étais arrivé avec le master FLE ou un doctorat en FLE, etc., peut-être que j'aurais pas eu la même posture de la personne qui pose des questions. Et peut-être que si j'avais pas la posture de la personne qui ne sait pas et qui pose pas des questions, j'aurais pas pu faire le café du FLE. Donc je crois que parfois, c'est justement intéressant de ne pas être l'expert. Mais pour moi, c'est très mystérieux, hein, ce que vous apprenez là pendant la journée, etc. Je serais bien curieux de... J'aimerais bien revenir en arrière, aux années étudiantes et avoir ce temps-là. Il se trouve que les journées sont vraiment bien chargées. Avec mon téléphone, aujourd'hui, j'ai parlé avec différents continents. Il y avait de la programmation à faire. Je travaillais avec une assistante commerciale et donc il y avait de l'accompagnement pour la former. C'est la vraie vie, quoi. Il y a des devis, des factures. L'emploi du temps est tellement dense que actuellement, ce serait difficile de s'inscrire en master. Est-ce que dans les documents que vous proposez, c'est du moins la méthode la plus actuelle qui est l'actionnel ou ça reprend aussi des méthodes anciennes? Est-ce qu'il y a de tout ou qu'est-ce que c'est centré sur un type de méthode ou pas? Alors, pour répondre à ta question, en fait, ce sont les personnes interviewées qui répondent à ta question et je remarque qu'ils parlent principalement de la méthode actionnelle. Moi, comme j'arrive en tant que journaliste qui est prêt à écouter, eh bien, j'ai pas de religion sur la question et je donne la parole à des personnes qui verraient la pédagogie autrement, avec leur manière.
Donc pas de préférence éditoriale, au contraire de l'ouverture. En fait, je sélectionne les personnes que j'interviewe en général par la passion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un je sens qu'il adore son métier, qu'il a vraiment quelque chose à dire, qu'il va faire partie de l'édifice. Et puis de toute façon, le but n'est pas de tomber d'accord avec tout le monde, hein. C'est simplement par exemple, Eric, il a dit ouais, moi je pense qu'il faut basculer à l'écriture inclusive pour tout le monde maintenant. Mais je sais que ça va pas forcément plaire. Mais voilà, j'ai des arguments à faire valoir et c'est parti. Et c'est effectivement le fait d'avoir une opinion et de l'exprimer sur un blog qui va créer de l'engagement des internautes qui vont répondre dans les commentaires, qui vont partager, qui vont dire qu'ils sont d'accord parce que, qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que. Et finalement, c'est la bonne raison d'essayer de refléter les différentes opinions qu'il y a dans le monde du FLE sur plein de choses, aussi bien pédagogiquement qu'au niveau des statuts, qu'au niveau de plein de choses. Et voilà, j'ai une position neutre sur les aspects pédagogiques. Est-ce que vous avez une journée type ou toutes les journées elles ne se ressemblent pas forcément? Il y a des journées types. Quand je suis en déplacement, bien sûr, quand je suis en congrès, je m'adapte au congrès, je suis sur un stand, je parle aux gens. Dans une journée, il y a le cœur de la journée, c'est me dire quels sont les projets qu'on m'a demandé de mettre en place. Par exemple, dernièrement, il y a une école à Gap qui s'appelle UE Hélas. La directrice Betty m'a dit « Corentin, on va avoir besoin de tes tests et donc il faut que tu nous prépares la plateforme pour notre école. » Donc ça va faire partie de ma journée type, c'est-à-dire de tenir parole, puisque j'ai un client qui m'a demandé de mettre à sa disposition un lien Internet qui va vers le test de placement. Donc je vais faire le travail technique nécessaire à son besoin. J'ai aussi des appels téléphoniques avec mes clients. Je les appelle pour savoir si tout va bien, s'ils sont contents, s'ils ont des idées, des suggestions. C'est très important de prendre des nouvelles des personnes avec lesquelles on travaille. Il y a un petit peu de travail administratif. Quand vous avez une structure, que ce soit une association, une entreprise, finalement c'est assez proche puisque vous avez des recettes, des dépenses. Tout ça, il faut les saisir dans des logiciels administratifs. Et donc j'ai une part d'administratif dans ma journée type. Et il y a la partie journaliste, c'est-à-dire que en permanence, je cherche des idées d'interviews, d'articles, et donc je les mets en ligne, je les améliore, je peux enlever une faute d'orthographe, et puis je peux aussi programmer des interviews en vidéo. Donc je vais avoir par exemple une après-midi sur YouTube. Mais il y a aussi des imprévus. Vous voyez là, par exemple pour moi ce soir, c'est pas une journée type parce que j'ai l'honneur de parler avec l'Université de Paris-Nanterre et avec des étudiants, et ça c'est génial d'avoir des variations. Mais le cœur de mon métier, ce sont des tests de placement, c'est de faire fonctionner une structure, une cellule économique, et c'est aussi la partie journaliste, de me dire comment aujourd'hui je peux rendre service aux lecteurs du Café du Fleu, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien lire, et est-ce que je peux trouver les bonnes personnes à interviewer pour traiter un sujet. Et je travaille dans un espace de coworking là, donc actuellement c'est la Bretagne parle à Paris, donc alors le Café du Fleu je l'ai créé à Paris, j'y vais à Paris et pendant à peu près 5 ans, vivre à Paris était un avantage pour tisser des liens avec beaucoup de structures dont les prises de décision sont situées à Paris. Je pouvais aller au ministère des Affaires étrangères, je pouvais aller au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, je pouvais aller à la Fondation Alliance française, à l'Institut français, à des écoles privées assez grandes à Paris, etc. Donc, les premières années,
il y avait beaucoup de rendez-vous, de prises de rendez-vous parce que il faut créer de la confiance quand on arrive. Là, je vais dire bonjour, serrer la main, prendre un café et pour imprimer une forme de légitimité. Et une fois que j'ai senti que c'était en place, qu'il y avait des milliers de gens à suivre le blog, je pratique le surf et les vagues étaient insuffisantes à Paris. Donc, je me suis rapproché de villages, le village dont je suis originaire. Et maintenant, je suis dans un espace de coworking parce qu'il ne faut pas être seul. Il faut être entouré de plein d'autres gens qui sont pareils, qui ont chacun leur métier. Ici, il y a des gens qui sont dans l'informatique. Il y a une agence de communication. Il y a des gens qui font de l'assainissement paysager. Il y a une personne qui est conseiller d'orientation. Il y a plein de métiers. Et on partage une maison dans laquelle il y a une cuisine. Donc chacun a son bureau, mais pas loin d'ici, là où vous me voyez, il y a la cuisine, il y a la salle de réunion. Et c'est un petit peu comme une colocation, mais pour le travail, en journée. Et le soir, tout le monde revient chez soi. Et si un jour vous vous mettez à votre compte, et que vous travaillez, c'est rester chez soi, c'est pas forcément la bonne décision. Et maintenant, je le dis, c'est un peu une banalité. Le terme, par exemple, coworking, qui n'est pas très très français, on va dire les espaces de travail partagés, sont vraiment rentrés dans les coutumes et c'est à saisir. Ou même se retrouver à la bibliothèque universitaire, parce que ça c'est gratuit. Mais c'est toujours ça. On est plus motivé à travailler entouré d'autres personnes. Bon, ça peut faire partie de la journée type quand même. C'est d'arriver en covoiturage ou pas au bureau, voir les gens, les pauses café, les partager avec d'autres et essayer de passer des bons moments. Et voilà, il ne faut pas que se mettre à son compte soit synonyme de solitude. Il faut toujours rester relié à d'autres personnes, si je peux donner ce petit conseil. Qu'est-ce que vous avez eu comme matière aujourd'hui ? Oui, approche communicative et perspective actionnelle. Ouais. Bah voilà. Ah ouais, ça mérite le respect. Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez avant d'arriver dans le monde professionnel? Est-ce qu'il y a des choses des questions générales auxquelles il faudrait répondre? Des questions sur votre avenir professionnel, voire des inquiétudes. Il y avoir. J'espère que je pourrai répondre. Et juste avant, il y avait une question sur j'espère que je vais trouver quelque chose. Il y a deux façons de travailler. Donc c'était ma phrase introductive, c'était n'oubliez pas que vous avez le droit de ne pas dépendre d'une structure. Vous avez le droit de créer quelque chose. Donc tu peux décréter que tu es professeur à ton compte à partir de ce soir. Et donc tu as déjà trouvé quelque chose. Ça y est, tu as un métier. Moi, le Café du Fleu ne m'a pas recruté. Je l'ai fait naître. Et c'est pareil, vous avez le droit de faire naître quelque chose. Vous avez le droit de faire naître, si vous appelez Mélanie, vous pouvez dire le français avec Mélanie.fr et vous créez le site et puis vous proposez des cours et puis des gens vont en réserver et puis ça y est, vous avez un métier et puis vous avez des heures de cours et puis vous avez des revenus et ça y est, vraiment, c'est possible. Après, tout le monde n'est pas fait pour être à son compte. En tout cas, on n'est pas la même personne tout au long de sa vie. Il y a eu au début de ma vie professionnelle, je ne pensais pas du tout créer quelque chose.
j'étais salarié et puis ça m'allait bien. Et puis, on évolue, on n'est pas toujours la même personne, la vie est longue. Et il y a des moments où on se dit, là, je suis vraiment un travailleur indépendant par nature, viscéralement. Mais être prof de FLE et trouver un travail de prof de FLE, oui, vous pouvez le trouver immédiatement puisque vous êtes déjà un prof de FLE. Après, trouver une structure, évidemment, c'est quand on lit les témoignages sur Internet, etc., il y a des bonnes situations. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des bonnes situations de salariés et il y en a qui se sont retrouvés dans des situations moins bonnes, précaires, pas super rémunérées, etc., etc. Mais par une stratégie intelligente, vous allez réussir. Alors, ça peut être quoi les stratégies qui marchent? Ça peut être de se spécialiser. Moi, souvent, et même pour qu'on soit professeur salarié dans une structure ou bien professeur indépendant, j'ai l'impression, en tout cas, quand je parle avec des profs, il y en a pas mal qui me parlent, ils me disent, moi, Corentin, ça a marché pour moi parce que j'ai choisi d'être pointu sur quelque chose. Et par exemple, il y avait une professeure indépendante, une professeure de français juridique à Strasbourg, qui m'a dit, moi, j'ai déjà 2 ans de cours prévus devant moi avec mes clients parce que je leur ai dit, je suis professeur spécialisé sur les questions juridiques et vos élèves cherchent précisément à apprendre le français juridique. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on sécurise notre collaboration pour 2 années? Et le client lui a dit oui. Tandis que si elle avait dit, j'en vois plein des profs qui disent français généraliste, le français c'est facile pour tous, avec peu d'efforts. Ça marche pas trop, sauf coup de bol. Ayez une spécialité si vous voulez vous donner des chances d'avoir des opportunités professionnelles plus nombreuses. Par exemple, je connais quelqu'un c'est très précis, qui veut donner des cours de français aux kinés hispanophones venus en France. Donc là, c'est très précis. Elle s'appelle Camille et elle vivait en Espagne. Elle travaillait comme professeure de français en Espagne. Elle est revenue en France. Elle a remarqué qu'en France, il y avait beaucoup de professions médicales de la péninsule ibérique, donc espagnol ou portugais. Et elle s'est spécialisée là-dessus. Et c'est vrai que si vous allez voir un kiné espagnol qui vient de s'installer en France et il tombe face à une prof qui fait exactement ce dont il a besoin, avec le vocabulaire médical, avec l'accompagnement pour traduire, une feuille de soins, etc., là, vous êtes légitime. Et je dirais même que quand vous êtes les seuls, vous pouvez déterminer les conditions de travail qui vont vous convenir et qui vous serez bien rémunéré, etc., etc. Parce que vous serez la bonne personne au bon moment, sur la bonne proposition. Donc, je pense que ça peut vous faciliter la tâche de réfléchir à ce que vous préférez faire et à le creuser. Et puis, à force, déjà, vous serez légitime parce que vous aurez creusé le sujet. Et en étant légitime, vous aurez de la confiance. Et en ayant de la confiance, vous trouverez soit un poste de travail parce que vous ferez un super entretien avec l'employeur, soit vous trouverez des clients parce que vous direz, oui, mais il n'y a aucun problème avec les kinés espagnols, j'en ai déjà 5, etc. La question n'est plus ma légitimité, la question c'est est-ce que vous voulez commencer les cours et quand est-ce qu'on commence? Et ça change tout, d'avoir petit à petit